Il est 19h sur CNews. Merci d'être avec nous pour Face à Philippe de Villiers. Cher Philippe, bonsoir. Bonsoir Elliot. Je savais. Bonsoir Geoffroy, bonsoir. Mais je savais, regardez, il est déjà dans les starting blocks. Vous êtes un homme heureux. Il y a un phénomène de mimétisme. C'est-à-dire ? Vous avez remarqué ou pas ? Non. Quoi donc ? Si, j'ai remarqué, c'est bon, c'est bon, je l'ai. Quoi, vous avez vous aussi, vous avez votre badge pour le Paris Saint-Germain ? Il est allé cette semaine dans un magasin. Exactement. Et la même cravate. J'avais compris. Philippe, faites attention parce que c'est une fake news. Je porte cette cravate depuis au moins... c'est Noël. Depuis Noël. Non, elle est toute neuve. Elle est... Mais c'est bien. Je vais demander le VAR. Vous savez, ça fonctionne très bien en Ligue des Champions. C'est bien, mais il faut que vous gardiez quand même de la distance avec votre invité. Mais j'ai compris une chose, c'est l'écran de fumée pour ne pas commencer par Elliot, félicitations, je pense à vous depuis le 11 mars et la victoire du Paris Saint-Germain, ainsi que Benjamin No qui est en régie, oui. Qui est un journaliste sérieux et un supporter heureux. Oui. Vous aussi, vous l'êtes. Oui, mais écoutez, je suis content pour vous. Et comme le Barça a gagné, en plus, tout va bien. Ça pourrait être, vous imaginez, s'il y a une finale de Ligue des Champions à Munich, Paris Saint-Germain-Barça, oui. Je vous préviens, Philippe, moi je vous parle plus si on perd. Hein. Le divorce sera acté ce soir-là. Terminé. Bon, enfin là, je ne veux pas engager le débat. Ce sera la fin de Face à Philippe de Villiers sur du foot. Ça sera la fin. Vous imaginez quand même sur quoi parfois les relations peuvent se tendre. Mais c'est un plaisir de vous retrouver, évidemment, cher Philippe de Villiers, ce vendredi soir. Philippe, revenons aux choses sérieuses. Parce que l'actualité brûlante nous renvoie à cet échange téléphonique entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Donald Trump qui a réagi sur son réseau social Truth. Il parle d'un entretien productif. Il aurait demandé à Vladimir Poutine d'épargner la vie de milliers de soldats ukrainiens. Nous avons eu de très bonnes discussions productives avec le président russe Vladimir Poutine hier. Il y a de très bonnes chances que cette guerre horrible et sanglante prenne fin. Emmanuel Macron, lui, a échangé aujourd'hui avec Volodymyr Zelensky et le Premier ministre Keir Starmer à la suite des avancées permises dans la réunion. Et il appelle la Russie à accepter ce cessez-le-feu. Sommes-nous, Philippe de Villiers, à l'aube d'un processus de paix ? Écoutez, pour la première fois, on peut passer du pessimisme de raison à un optimisme raisonnable. Il y a une phrase dont j'ai gardé le souvenir de François Mitterrand à propos du Koweït, je crois. Hubert Védrine me corrigerait s'il était là. Et qui disait « Il est nécessaire, il est temps de passer d'une logique de guerre à une logique de paix ». Je trouve que cette phrase s'applique assez bien à la situation d'aujourd'hui. Alors, pour autant qu'on le sache, parce que, en fait, on est sur des gesticulations médiatiques qui cachent des conversations discrètes et secrètes, dont on ne connaît pas le contenu. Donc, il faut être très prudent. Mais pour autant qu'on soit prudent, on peut dégager du chaos de l'événement et de l'instant quelques lignes directrices. D'abord, sur le plan militaire. Sur le plan militaire, il y a l'opération de Kursk, avec les Ukrainiens qui sont encerclés, et donc Trump qui demande à Poutine de les libérer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, dans le bargain, on dit, je ne sais pas comment on dit en français, dans le marché, Kursk ne sera plus un enjeu par rapport au Donbass et à la Crimée. Ça aurait pu être un enjeu, un échange. Voilà. Donc sur le plan militaire, l'opération de Kursk est en train d'aboutir pour les Russes. Il y a un encerclement. Qu'est-ce qui va se passer après ? On ne le sait pas. On pense que Poutine peut, en mettant des conditions, libérer les Ukrainiens. Alors après, sur le plan diplomatique, là, la situation est la suivante. Poutine a dit qu'il faut aller à la racine du conflit. Qu'est-ce qu'il a voulu dire ? Il n'y a qu'en France qu'on ne veut pas interpréter les propos du président Poutine. Mais Trump a bien compris ce que ça voulait dire. Et je vais vous l'expliquer. C'est très simple. C'est que ça fait 40 ans que l'OTAN
veut intégrer l'Ukraine pour se trouver côte à côte, face à face, et pouvoir installer des missiles sur Moscou. Bon, et ça fait 40 ans que la Russie dit, si vous faites ça, ce sera la guerre. Bon, on l'a eu. Donc maintenant, la racine, c'est ça. Est-ce que l'Ukraine va rentrer dans l'OTAN ? Poutine a expliqué à Trump non. Et d'ailleurs, Trump s'est laissé aller à dire ça n'est pas possible. Et même Biden, auparavant. Donc il y a la question, l'entrée dans l'OTAN de l'Ukraine. C'est la première conversation. Deuxième conversation, c'est la question des territoires conquis ou des territoires perdus, selon le côté ukrainien ou russe. Donbass, Crimée. La Crimée qui a été rattachée par référendum à la Russie, mais qui a toujours été russe ou russophone depuis très très longtemps, en 2014. Donc là aussi, Trump a déjà se laissé aller à dire on ne reviendra pas sur les territoires perdus. Et à mon avis, la pierre d'achoppement, elle n'est pas là, elle est sur les troupes d'interposition. C'est-à-dire que Poutine dit à Trump « Je ne veux pas des Européens parce que les Européens, c'est l'OTAN. Et donc, je ne veux pas que par un détour, le détour des troupes d'interposition, l'OTAN remette un pied en Ukraine. » Et puis, il y a beaucoup d'autres questions qui sont des questions de détail, mais qui peuvent faire capoter, évidemment, la paix. Je pense néanmoins que, contrairement à ce que disent tous les journalistes français, il y a même des chaînes spécialisées qui, après avoir expliqué que la Russie allait perdre, ont expliqué que de toute façon Poutine n'accepterait jamais la trêve, etc. Et là, qui m'a dit « Oh oui, mais en fait, il manœuvre pour pas accepter. » Je pense que Trump et Poutine ont la volonté de mettre fin au conflit. Et alors la question qui se pose, que je vous pose, les hommes politiques européens, ils sont où ? Eh bien, on revient au foot, mon cher Elliot. Ils sont coupeurs de citron. D'ailleurs, on a vu la déclaration de Joe Biden, de Donald Trump, lorsqu'il exhorte Vladimir Poutine de laisser sains et saufs les soldats ukrainiens. Ça vient peut-être balayer les thèses qu'on a pu entendre ces dernières semaines d'un Donald Trump qui est en fait un proxy de Moscou, une sorte d'agent du KGB. On a pu entendre ça depuis l'altercation entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump à la Maison-Blanche. Vous en pensez quoi, Philippe ? Moi, ce que je pense, c'est que sous ces allures brutales d'homme d'affaires cynique qui fait des deals, pour reprendre l'image de la presse française, Trump, il est intelligent, il est assez subtil, il sait faire du stop and go en diplomatie, c'est-à-dire il insulte Zelensky, après il le rattrape, il le prend par le collet, il dit maintenant mon petit gars, tu vas t'excuser, etc. Et mine de rien, peut-être qu'on va découvrir dans quelques jours ou dans quelques semaines qu'il avance. Parce que mine de rien, il avance. Il y a un projet de trêve. Alors, c'est pas encore la paix, on est loin de la paix, mais pour l'instant, je pense qu'on a un président des États-Unis qui est assez vif, assez subtil dans la négociation, et qui met la pression nécessaire sur les Ukrainiens, sur les Européens. Non, sur les Européens, ils s'en occupent même plus, ils n'existent plus. Mais sur les Russes et sur Poutine. D'ailleurs, en ce moment, il y a un négociateur qui est à Moscou, un négociateur américain. Donc, ils sont en train de discuter, là, pendant qu'on se parle. Et si ça se trouve, ils avancent. Donc, je pense qu'on est petit à petit en train de sortir de la logique de guerre. Quand on a l'expérience des négociations de paix, et quand on a un peu de connaissances historiques, on voit bien qu'on est là, il faut peser des œufs de mouche dans les balances de toile d'araignée,
On est entre la guerre et la paix, mais on n'est plus tout à fait dans la guerre. Donc, franchement, il faut se réjouir. Dans ce contexte, Philippe de Villiers, de guerre et de menaces, vous vouliez revenir sur l'idée de gouverner par la peur. Et dimanche dernier, l'Élysée démentait sur ses réseaux sociaux une information, et je me tourne vers vous, Geoffroy Lejeune, du JDD. L'Élysée veut faire peur entre guillemets, et donc l'Élysée a tweeté. La présidence de la République dément avoir employé les termes faire peur qui lui sont prêtés dans l'édition du jour du JDD. Et un peu plus loin dans ce message était inscrit le moment exige lucidité, patriotisme et sens de l'unité nationale. Philippe de Villiers, n'existe-t-il qu'une seule alternative, à savoir la ligne du chef de l'État? Vit-on dans un monde en quelque sorte polarisé entre les patriotes et ceux qui sont les nouveaux collabos? Alors d'abord, Elliot, vous me permettrez de m'adresser au directeur des rédactions du JDD et du JD News pour le féliciter, parce que moi, c'est la première fois que je vois l'Élysée prendre à partie un journal. Ça veut dire que ça fait mal. Prendre à partie un journal en faisant un communiqué. Un communiqué en réponse à un article commandé par Geoffroy Lejeune. Et donc, en fait, petit à petit, votre journal, que je lis ligne à ligne chaque semaine, ainsi que le JD News, c'est une vraie réussite. Voilà. Donc j'en profite pour faire une parenthèse chaleureuse et affectueuse. Merci. Alors maintenant, il y a Mathieu Bocoté, qui est brillantissime tous les soirs chez Christine Kelly, qui a fait cette semaine une chronique exceptionnelle sur votre question. Le gouvernement de la peur, en fait. Gouverner par la peur. Qu'est-ce que ça veut dire, gouverner par la peur? Moi, j'ai connu ça, 40 ans d'expérience. Gouverner par la peur, ça veut dire qu'on impose un récit officiel. Ils appellent ça maintenant, Darmanin à Crépol, un narratif officiel. En fait, c'est un côté soviétoïde. Il y a un narratif officiel. C'est-à-dire, on vous dit comment vous devez penser, comment vous devez parler, et comment surtout vous ne devez pas penser et parler. Le narratif officiel. Alors, on vous envoie le narratif officiel dans les médias, et ensuite vous répétez le narratif officiel. Bon, et ça marche bien. Et après, il y a des sondages qui disent « Ah, regardez, Macron remonte ». On en parlera dans un instant. Donc l'opération est magnifique. Bon, c'est vieux comme Giscard. J'avais eu des conversations avec Giscard à Othon quand j'étais sous-préfet de Vendôme, et il me racontait ça. Bon, ça s'appelait pas le narratif officiel, mais ça revenait au même. Bon. Et il appelait ça des stimuli. Le chien de Pavlov. Je ne sais pas si vous connaissez. Chien de Pavlov. Les réflexes du chien de Pavlov. En parlant de ce qu'il appelait l'opinion. Merci pour le peuple français. Alors, la peur, je rappelle quelques souvenirs. En 2018, on voit arriver, on voit débarquer, on voit émerger une enfant qui fait la grève scolaire, et le monde entier salue cette grève scolaire parce que c'est au nom du climat. Réchauffement climatique, dit-elle. Et à elle seule, elle fait fondre tous les glaciers médiatiques. Elle monte comme une star. C'est la Jeanne d'Arc du climat, dit tel journal. La Jeanne d'Arc du climat qui entend les voix du CO2 que vous n'entendez pas, sauf à vous mettre au pied d'une éolienne. Et alors, elle est reçue partout. Elle est reçue à Davos. C'est pas rien, vous vous rendez compte, le haut lieu, la capitale du capitalisme global, sans entrailles. Et elle insulte les patrons à Davos, le capitalisme global. Elle les insulte et elle dit « Comment vous osez ? Vous avez bousillé ma jeunesse, mon enfance. » Bon, elle a 12 ans, 13 ans. Bon, on lui prépare son texte. Bon, qui est derrière, on ne sait pas, mais en tout cas, ça marche. Et elle est reçue par le pape de l'Église verte,
qu'il encourage le réchauffement climatique fraternel, l'union des religions et la fonte des glaciers. Hop, prix de gros. Et puis, en fait, elle termine à l'ONU. Et à l'ONU, elle recommence et elle insulte toutes les nations présentes en disant « Est-ce que vous vous rendez compte ? Vous avez perdu mon enfance. » Voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Tous ceux qui ne sont pas d'accord subissent le traitement sémantique suivant. Négationnisme climatique. Négationniste. C'est-à-dire c'est le même mot que pour la Shoah. Donc ça vous refroidit quand même. Si jamais vous faites une remarque sur Greta Thunberg, voilà, et vous savez comment elle a fini ? Allez-y. Elle a fini avec un kéfier. C'est bien ça. Plus active aujourd'hui à la lutte contre l'État d'Israël que sur la lutte contre le réchauffement climatique. Vous savez qu'elle a failli être prix Nobel de la paix. Elle a failli, oui, absolument. Et donc, voilà, c'est pour dire... Voilà. Et après, c'est pas fini. Après, il y a eu le Covid, si vous me permettez. Allez-y. Un sujet que je connais bien, parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle « Le jour d'après » sur le Covid. Alors, le Covid, c'est toute une société qui est assignée à résidence. Bon, c'est là où on voit que les Français sont prêts à tout, parce que finalement, ils se sont laissés enfermer. Ce qu'on a appelé l'enfermisme. Donc, la société assignée à résidence, l'hygiénisme d'État, je note au passage que, contrairement à ce qu'on a dit, par rapport au Moyen-Âge, c'est exactement l'inverse. Au Moyen-Âge, on enfermait dans les léproseries les lépreux, les malades, les mal portants, et on laissait tranquilles les bien portants. Aujourd'hui, on a enfermé les bien portants. Et quand on les enfermait pas, on leur demandait de porter le masque et de se faire vacciner. Et quiconque disait « mais le vaccin, vous êtes sûr qu'il évite la contamination ?» Ah, complotiste. Ah, c'est plus négationniste, c'est plus intelligence avec l'ennemi, comme sur l'Ukraine, c'est complotiste. Complotiste. Et ça me rappelle une phrase de Michel Rocard qui avait de l'humour. Il disait « toujours préférer la connerie au complot parce que la connerie est courante et le complot exige un esprit rare. » Donc on a eu le complotisme. Continuons, George Floyd. Vous ne vous souvenez pas de George Floyd ? Si, on s'en souvient. George Floyd, ça voulait dire, en fait, les Blancs doivent se mettre à genoux. Et tous les Blancs se mettaient à genoux. Pardon pour vos amis, je mets une pierre dans votre jardin, le jardin du Parc des Princes. Oui. Mais j'ai vu plusieurs matchs, tous les matchs de foot. C'était l'équipe de France, évidemment, se mettait à genoux avant les matchs. Avant, l'arbitre, il surveillait, tout le monde se mettait à genoux. Et Castaner, vous vous en souvenez très bien, c'est vous qui me l'avez rappelé. Castaner, il y avait une manif interdite à cause du Covid, je crois. Et une manif wokiste pour George Floyd. Et on lui dit, sur une chaîne concurrente, « Mais vous avez autorisé la manif ?» Et il dit « Non, je ne l'ai pas autorisé, mais je l'ai toléré parce que vous comprenez, l'émotion mondiale est plus forte que les règles juridiques. » Et on lui dit « Mais vous êtes prêt à vous mettre à genoux ?» Il dit « Oui, je suis prêt à me mettre à genoux. » Un genou à terre, ça s'appelle, un genou à terre. Et donc tout le monde était à genoux. Et les policiers d'ici, si les policiers veulent mettre un genou à terre, je me demande s'il n'y a pas un moment donné où les policiers ont mis un genou à terre. Voilà. Donc, voilà. Et ceux qui ne voulaient pas mettre un genou à terre, racistes. Ah, troisième insulte. Troisième disqualification. Et puis, on pourrait continuer. Il y a eu Crépol. Extraordinaire. Crépol, avec le ministre de l'Intérieur, qui nous explique que c'est un fait divers et que le danger, c'est la fachosphère, qui a manifesté 3 jours après Crépol. Expédition punitive, racisme anti-blanc. Et il explique, je le rappelle, je raconte dans mon livre mémoricide cette histoire, parce que je la trouve drôlissime, à chaque fois elle me fait pleurer de rire. Il y a Darmanin qui arrive, et Darmanin, il recule jamais devant un mensonge. Ça, c'est sa force. Parce que c'est le mentir vrai d'Aragon. Il paraît, on en parlera peut-être tout à l'heure, il était chez Sonia Mabrouk avant-hier, il ment comme il parle, mais ça se voit pas, parce qu'il paraît sincère, il a son petit air comme ça, bon, de jeune homme. Bon. Et là, il dit, le danger,
Monsieur Lejeune, Elliot, c'est gros lardon. Parce qu'il y avait un mec qui dirigeait, ils étaient 30 à manifester, et celui qui était en tête, un peu corpulent, était surnommé Gros Lardon. Bon. Et il disait, la France a peur de Gros Lardon. Et les gens disaient, oui, Gros Lardon, où il est Gros Lardon? Tout le monde cherchait Gros Lardon. Et pire que ça, la chaîne CNews était accusée de protéger des petits lardons. Je me souviens à l'époque. Bon. Donc, en fait, voilà. Le gouvernement par la peur, ça consiste à imposer le narratif officiel, et à partir du narratif officiel, vous disqualifiez les gens. Alors en ce moment, le narratif officiel, c'est il n'y a qu'une menace, la Russie. Ah, vous ne le croyez pas? Ah, vous avez un doute? Ah, vous voulez la paix? Vous voulez la paix? Ah, donc vous êtes un agent mousquetaire. Donc, en fait... attention, parce que il y a les patriotes et les collabos. Et donc, si vous voulez la paix, ça veut dire que vous n'êtes pas un vrai patriote. Et si vous n'êtes pas un vrai patriote, ça s'appelle l'intelligence avec l'ennemi. Et le ministre de l'Intérieur sur RTL a dit, mais peut-être qu'on va mettre sur écoute les gens qui sont pas patriotes. Ça peut aller loin, tout ça. Voilà, il faut réfléchir. Les gens qui nous gouvernent, en fait, sont tellement faibles qui n'ont que la peur pour se substituer à l'obéissance d'assentiment qui n'existe plus. Parce que l'obéissance d'assentiment, il faut qu'elle réponde à l'auctoritas et à la potestas, les deux. Or, ils n'ont plus la potestas qui est partie à Bruxelles, et ils n'ont plus l'auctoritas qui est dans les médias. Philippe de Villiers, Geoffroy Lejeune, la publicité. On revient dans un instant avec énormément de choses à traiter pour la deuxième partie de Face à Philippe de Villiers. À tout de suite. De retour pour la suite de Face à Philippe de Villiers, toujours avec Philippe bien sûr et Geoffroy Lejeune. Philippe, j'aurais pu vous féliciter avant tout début d'émission, parce que si on vous retrouve chaque vendredi soir sur CNews et chaque samedi matin sur Europe 1, vous êtes le parrain d'une nouvelle émission qui sera à retrouver le mardi soir à 21h sur CNews avec Sonia Mabrouk. La première, c'est ce mardi, Destin d'exception. Et donc, vous allez vous entretenir avec la brillante et excellente Sonia Mabrouk. Félicitations, Philippe. Je vous remercie. Et je remercie Sonia Mabrouk parce que c'est une émission qui va faire beaucoup parler et qui va au fond des choses, d'après ce que j'ai compris. C'est une introspection. Vous vous souvenez, dans le temps, il y avait Jacques Chancel. Et le nouveau Jacques Chancel, en fait, c'est une femme, Sonia Mabrouk. Voilà, donc je vais répondre à toutes les questions mardi soir. Vous allez revenir sur les différentes époques qui ont marqué, les différents lieux qui ont marqué votre parcours. Ouais. Normalement, on fait ça quand le mec est mort. Et là, c'est quand il renaît de ses cendres, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est pour les morts et les phénix. Et les phénix, bon, très bien. Eh bien, écoutez, je vous écouterai attentivement ce mardi à 21h sur CNews avec Sonia Mabrouk pour Destin d'exception. J'aurais pu aussi vous féliciter parce que vous continuez d'exploser les scores avec votre livre, Mémoricide. Ça grimpe. Incroyable. Qu'est-ce qui se... En fait, vous continuez à être lu avec plus de 220 000 lecteurs, si je ne m'abuse. C'est ça, Philippe de Villiers. Revenons à notre actualité. Vous parliez du narratif officiel du gouvernement par la peur, de gouverner par la peur. Bon, l'effet drapeau, c'est aussi une expression qu'on a beaucoup entendue ces dernières semaines. Semble-t-il, a l'air de fonctionner du côté d'Emmanuel Macron, qui a pris 6 points de confiance en l'espace d'un mois. Sa cote de popularité est donc explosé, plus 6 points. La guerre en Ukraine, il y a 2 séquences vraiment très importantes cette semaine qu'on a vécues, Philippe de Villiers. D'abord, le processus de paix qui s'est joué à Riyad, entre la délégation ukrainienne et américaine mardi, et puis jeudi à Moscou, entre émissaires russes et américains. Et dans le même temps, à Paris, on organisait l'Europe de la défense, avec une polémique qui s'est installée aussi cette semaine lorsque le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, a rappelé la difficulté d'expulser des ressortissants tchétchènes qui auraient ensuite commis des actes terroristes. Et vous vouliez revenir sur cette semaine-là. Je vous propose d'écouter d'abord le garde des Sceaux. C'est parfois la même chose, la menace russe et la menace terroriste.
Ceux qui assassinent... Oui, bien sûr. Ceux qui assassinent Samuel Paty, c'est qui? C'est des citoyens russes, tchétchènes. Quand j'étais ministre de l'Intérieur, la Russie, c'est des centaines de citoyens russes qu'elle ne veut pas reprendre. Je constate d'ailleurs que Mme Le Pen et M. Bardella n'attaquent jamais la Russie pour dire qu'ils ne reprennent pas leurs citoyens russes, tchétchènes, ingouches. Ceux qui passent à l'acte, en France, c'est aujourd'hui des Tchétchènes, des citoyens russes. C'est eux que nous surveillons en premier, d'ailleurs, d'après les services de la DGSI. C'est eux qui sont capables de faire des attentats d'ampleur. On en a déjoué en 2022 à Strasbourg. Et c'est eux qui ont assassiné Samuel Paty et Dominique Bernard. Geoffroy Lejeune. Philippe Elliott a rappelé les grands événements. Comment faut-il lire, selon vous, ce qui s'est passé cette semaine? Alors, c'est une semaine très intéressante qu'il faut décrypter. En fait, c'est un double glissement du centre de gravité de la vie politico-médiatique française. Le premier déplacement du centre de gravité, c'est le déplacement du centre de gravité diplomatique. Alors, je voudrais le dire parce que tout le monde le sent, mais personne ne le dit explicitement. Lorsque une guerre a lieu dans l'histoire de l'humanité, et que, après la guerre, on fait la paix, il faut toujours regarder le lieu où on fait la paix pour comprendre le rapport de force du moment. C'était vrai chez les Grecs, chez les Romains, et évidemment dans toute l'histoire de France. Exemple, quand il y a la guerre la guerre entre l'Allemagne, la France, etc., la fameuse guerre où on met fin à la guerre au traité de Westphalie. C'est à Münster qu'on fait la guerre, qu'on fait la paix, la guerre de 30 ans. C'est-à-dire, en fait, une guerre européenne, une paix européenne et une négociation européenne, au cœur de l'Europe. Si on regarde dans une toute autre période, en 1494, j'ai déjà parlé du traité de Tordesillas la semaine dernière, j'en reparle parce que sous un autre angle. Tordesillas, c'est en Castille. Donc en fait, c'est une domination castillane du monde qui propose le partage entre les Portugais et les Espagnols des colonies toutes neuves de l'Amérique. Et donc c'est une colonisation castillane, principalement castillane. Christophe Colomb est parti de la Castille. C'est une paix castillane et c'est une ville castillane, Tordesillas. Mais il y a plus intéressant pour nous, dans le cas présent. Vous allez voir où je veux en venir. C'est la paix américaine, la guerre d'indépendance. Quand elle finit, donc c'est une guerre américaine, c'est une paix américaine, les États-Unis se détachent de l'Angleterre, signature, négociation et signature, traité de Versailles. Ça veut dire que c'est la France qui est le premier pays du monde. Or là, qu'est-ce qu'on a eu ces jours-ci, au cours de cette quinzaine? On a une guerre européenne. On cherche à faire une paix européenne. Ce n'est pas les Européens qui cherchent à faire la paix européenne. Eux, ils veulent la guerre. Ce sont les Américains et les Russes qui se réunissent où? En Arabie. Donc, c'est le Camis et le Keffieh qui président à l'arbitrage de la fin d'une guerre en Europe. Mais c'est tout un symbole. C'est le Sud global qui arbitre les conflits de la vieille Europe. Tout un symbole qui devrait nous donner à réfléchir. C'est en Arabie qu'on règle les problèmes de l'Europe. On parle du Sud global, là on y est. Et le deuxième déplacement du centre de gravité, vous avez fait allusion, c'est le changement d'ennemi. Du temps de la loi sur le séparatisme, etc., l'ennemi, c'était le terrorisme islamique. Aujourd'hui, l'ennemi, c'est la Russie. Et pourquoi je parle de ça? Parce que, devant Sonia Mabrouk, Darmanin a eu le culot d'aller plus loin. Il n'a pas dit, il y a deux menaces, une grande, une petite. La menace russe, la grande, l'islamisme, la petite. Non, il a dit, c'est la même.
Il a dit, il y a une seule menace, c'est la menace russe. Et Sonia Mabrouk lui dit, mais quand même, l'islamisme... Et il dit, non, c'est pareil, la preuve. La preuve, l'assassinat de Dominique Bernard et de Samuel Paty. Et là, il y a 2 personnes qui ont réagi. Une journaliste qui s'appelle Charlotte Dornelas, parce qu'elle s'est souvenue qu'elle avait interviewé Darmanin le 23 octobre 2024, et la sœur de Samuel Paty, Michael Paty, qui a dit « Mais dans le dossier judiciaire que j'ai pu consulter, il n'a jamais été question de la Russie. » Et ensuite, elle a ajouté, Michael Paty, quand l'État a voulu renvoyer Lingouche, qui avait assassiné Dominique Bernard, c'est pas la Russie qui l'a refusé, c'est la France à cause des associations de partis communistes, la CIMAD, etc., qui ont empêché à Rennes, à l'aéroport, l'avion de partir. Et ensuite, ce sont nos lois à nous et la Cour européenne des droits de l'homme qui ont empêché et qui empêchent parfois le départ de terroristes dans leur pays d'origine, c'est-à-dire les Tchétchènes, les Ingouches, etc. Mais ça va plus loin. Parce que dans cet article que j'ai relu tout à l'heure, c'est hallucinant. Darmanin dit, à l'époque ministre de l'Intérieur, on n'a aucun problème pour les laisser passer consulaires avec les Russes. Notre problème, il n'est pas là. Notre problème, c'est notre droit. Et c'est la Cour européenne des droits de l'homme. En d'autres termes, et on oublie de dire que les Russes, ils ont été logés à la même enseigne. On avait traité ça ensemble, tous les 3. Il y a eu un attentat en Russie, aux portes de Moscou. Un attentat islamiste. Et donc, c'est pas Poutine qui crie Allah Akbar. Faut quand même pas pousser mémé dans les bégonias. Et donc, en réalité, l'assassin de Dominique Bernard, l'assassin de Samuel Paty, ce sont des islamistes qui crient Allah Akbar et qui tuent non pas au nom de je ne sais quelle Russie imaginaire, mais au nom de l'islam radical. Voilà. Et donc, là, je prends flagrant délit le ministre de la Justice, c'est inquiétant, il garde des Sceaux. Hein. Donc, le garde des Sceaux qui n'hésite pas à dire des contre-vérités, alors même qu'il avait fait une interview il y a 1 an où il disait le contraire de ce qu'il dit maintenant, c'est affolant, quoi. Je sais pas, mais les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, voilà. Comment mettre la Russie, comment faire de la Russie un État islamique, alors que la Russie a été victime elle-même de l'État islamique. Alors on peut faire tous les reproches à Poutine, mais pas de crier à l'Akbar. Pour l'instant, c'est pas le cas. Autre question, celle du nucléaire, Philippe de Villiers. Avec cette question, faut-il mutualiser la dissuasion française au profit des pays européens? Et je vous propose une déclaration de Marine Le Pen, qui était l'invitée de CNews ce jeudi matin. Emmanuel Macron, jusqu'à présent, il vendait, si vous voulez, des transferts de compétences. Aujourd'hui, il est en train d'effectuer des transferts de puissance. En tout cas, il le souhaite. Et tout le débat qu'il a ouvert sur la dissuasion nucléaire est un débat qui est profondément anti-gaullien. Il dit, je vais ouvrir le débat. Mais ça veut dire que donc, il n'est plus dans la vision du général de Gaulle s'il ouvre le débat. On est d'accord. C'est qu'il y a quelque chose de nouveau qu'il souhaite. Or, qu'est-ce qu'il peut vouloir de nouveau d'autre que, encore une fois, une forme de partage acté de la dissuasion nucléaire? J'y suis fondamentalement opposé. Voilà. Parce que c'est un outil de puissance française et qu'il doit rester cet outil français. Geoffroy Lejeune. Le nucléaire s'invite à nouveau dans les débats. Philippe, quel est votre regard sur cette arme aujourd'hui ? Je trouve que Marine Le Pen a dit l'essentiel. L'arme nucléaire, en fait, je vais vous dire, je crois, c'est une arme rustique par excellence. Qu'est-ce que j'appelle une arme rustique ? C'est si tu fais un pas de plus dans mon champ, je rase ta maison. C'est rustique, vous voyez. En fait, c'est le principe de la vulnérabilité mutuelle
c'est la dissuasion du faible au fort par le pouvoir égalisateur de l'atome. C'est une arme, en fait, qui repose sur la crédibilité d'un homme. Hubert Védrine disait que Mitterrand lui disait souvent la dissuasion, c'est moi. C'est bien vu. C'est-à-dire que, vous savez, Oscar Wilde disait la beauté, c'est dans le regard de l'autre. Pareil pour la dissuasion. La dissuasion, c'est dans le regard de l'autre. C'est la peur de l'autre. Parce que c'est une arme de non-emploi. Et en fait, ça repose sur la souveraineté, sur le principe de la souveraineté. On ne peut pas partager la souveraineté. Ce que fait Emmanuel Macron, avec son idée de la mutualisation du nucléaire, c'est un attentat à la souveraineté. Il veut partager la souveraineté. Et surtout un manquement à la règle que rappelait Marine Le Pen tout à l'heure, qui est celle de l'ambiguïté stratégique. Le silence. Le silence est le fondement de la doctrine d'emploi du nucléaire. C'est-à-dire, je ne dis pas où sont mes intérêts vitaux. Le général Gallois, que j'ai bien connu au moment du traité de Maastricht, qui était un homme remarquable, l'inventeur de la bombe atomique, me disait, je cite de mémoire, les 3 éléments du nucléaire, les 3 éléments constitutifs des intérêts vitaux. Il y a l'intégrité d'un territoire. Le territoire, c'est la France. Ensuite, la protection d'une population. La population, c'est la population française. Et troisièmement, ce qu'il appelait les intérêts vitaux. Et les intérêts vitaux, on ne les définit pas à l'avance. Vous voyez ? Il ne faut pas que l'adversaire potentiel sache à l'avance jusqu'où je suis capable d'aller. Sinon, il n'y a pas de dissuasion. Voilà. Et donc, en fait, on est gouverné par les enfants de cœur. C'est pas pour ça qu'ils vont à la messe. Autre sujet à présent, Philippe de Villiers, la France insoumise, et on en revient à une question nationale, la France insoumise a ciblé 2 de nos confrères, de nos amis, à savoir Cyril Hanouna et Pascal Praud, à travers des affiches pour un rassemblement organisé le 22 mars prochain, intitulé « Manifestation contre l'extrême droite, ses idées et ses relais ». Et ils ont été accusés, et vous voyez donc ces images, d'avoir emprunté pour représenter Cyril Hanouna des codes antisémites des années 30. LFI a retiré ce visuel, mais n'a jamais présenté ses excuses ou exprimé le moindre regret. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon a dit « Lâchez-nous, nous ne sommes pas antisémites ». Cyril a décidé de porter plainte. Philippe de Villiers, que vous inspirent ces affiches et pourquoi il n'y a pas eu de condamnation de l'ensemble du monde médiatico-politique ? D'abord, je voudrais dire ma sympathie et mon affection à Cyril Hanouna, qui est un ami personnel. Et j'imagine sa peine. Voilà, nous sommes devant, en fait, un antisémitisme historiquement référencé, puisque c'est le morphotype du juif éternel du film de Goebbels, le juif éternel. C'est aussi référencé avec le stéréotype du juif plutocrate de la vieille gauche, en fait. On oublie qu'elle était profondément antisémite. Proudhon, Jaurès. C'est un antisémitisme qui est politiquement assumé, un antisémitisme électoraliste, un antisémitisme communautariste pour aller chercher les voix dans les banlieues. C'est aussi simple que ça. C'est un antisémitisme qui est protégé, vous l'avez sous-entendu, inifugé, immunisé, c'est-à-dire qu'en fait, la justice ne s'en occupe pas et la société médiatique le protège. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas. Et enfin, j'insiste là-dessus quand même, il y a des gens qui devraient être gênés. Tous ceux qui ont fait l'alliance. C'est un antisémitisme d'appoint pour les forces électorales qui ont besoin, au 2e tour des élections législatives, de faire une alliance. C'est-à-dire que le camp du bien, il accepte ça. Il accepte ça, on met une couverture inifugée au moment des élections, on dit on n'en parlera pas, mais il accepte quand même une alliance électorale. Ils recommenceront à la présidentielle et aux prochaines législatives après la dissolution en septembre. Ils recommenceront. Parce que le camp du bien contre le camp du mal, et le camp du bien, on a le droit d'être antisémite. Voilà.
Autre sujet à présent, la même journée, la France Insoumise produisait, ou la LFI produisait ses affiches odieuses, mais invitait également à l'Assemblée nationale le CCIE, ex-CCIF, dissous après l'attentat contre Samuel Paty. Invitation pour un colloque sur l'islamophobie, organisé par un député de la France Insoumise, triple fichier, Raphaël Arnaud. Des députés ciotistes ont voulu se mobiliser pour assister au colloque. Ils ont été renvoyés manu militari par le fameux Raphaël Arnaud. Je vous propose de voir la séquence. Allez les racistes, allez les racistes, allez les racistes. J'espère que vous avez bien honte d'imposer le racisme jusqu'au deux. Allez. Vous savez qu'à Lyon, c'est représentatif des musulmans. Allez les racistes. Remettez-vous en question d'avoir un que des islamistes pour représenter les musulmans. Pourquoi tu filmes comme ça? Allez les racistes, allez hop. Excusez-moi, vous pourriez sortir? Allez. Je devrais déjà appeler les chefs qui vont Là, la scène elle est pleine et surtout on a fait sur l'inscription. Par contre, c'est interdit de filmer dans les couleurs s'il vous plaît. C'est vraiment interdit. C'est vraiment interdit, je suis désolé. Geoffroy Lejeune. Philippe, vous connaissez bien l'Assemblée, vous y avez siégé, vous connaissez ses règles. Est-ce que vous pensez que ce colloque aurait dû être annulé? Oui. Je ne comprends pas que Mme Braun-Pivet pense la peur, comme d'habitude. La peur, voilà. Mais moi, je voudrais insister sur un point. Tout le monde parle de la lutte contre l'islamophobie. Il y a eu dans le Figaro un papier brillantissime de Florence Bergeau-Blaclair qui explique ce que c'est que la lutte contre l'islamophobie. En fait, c'est une arme pour désarçonner, pour fixer au sol toute critique de l'islam et de l'islamisme. Et cette arme, c'est un dispositif juridique qui est utilisé par les frères musulmans. Voilà. Elle cite notamment un grand historien islamologue qui s'appelle Ephraim Herrera, qui dit un djihad offensif, qui ne peut être licite que s'il est commandé par une autorité légitime, et un djihad défensif. Et ce djihad défensif qui permet à tout croyant, une fois qu'il est offensé, s'il est offensé, de répondre. Les frères musulmans, en fait, en ont fait une arme de guerre qui consiste à engager les populations musulmanes dans leur projet de conquête et à dire aux autres que ce projet de conquête n'existe pas et que c'est un fantasme de l'extrême droite, des fascistes et des racistes. Et ça marche. En d'autres termes, la lutte contre l'islamophobie, c'est l'arme des islamistes pour fixer au sol, démoraliser, culpabiliser tous ceux qui veulent critiquer le Coran, la charia, la sunna, mais aussi le voile, mais aussi le halal, etc. Vous voyez par exemple en ce moment ce qui se passe dans le sport avec la ministre des Sports. Immédiatement on crie « attention, attention, pas d'islamophobie ». Et tout le monde est fixé au sol. Voilà. En réalité, en 2002, je crois, Youssouf El-Qaradawi, le grand prophète de l'islamisme, des frères musulmans, avait eu une phrase qui m'avait beaucoup marqué, que je vais essayer de retrouver avec vous. Avec vos lois démocratiques, nous vous coloniserons, et avec nos lois coraniques, nous vous soumettrons. Voilà, c'est un bon loi. L'islamophobie, d'ailleurs, ce terme, j'ai le souvenir d'un entretien de Gérald Darmanin chez vous, quand je dis chez vous, au JDD, où il disait justement que ça avait été pensé, inventé par les frères musulmans et utilisé par les frères musulmans. C'est simple. L'expression. Alors, Staline a inventé le mot fascisme pour fixer les adversaires du communisme, et c'est l'imam Khomeini. C'est Khomeini qui a inventé le mot islamophobie et qui a dit, voilà, pour les Occidentaux, voilà ce qu'il faut leur mettre sous les yeux. Attention, vous êtes islamophobe. Il nous reste encore quelques minutes, Philippe de Villiers. Vous allez faire un heureux ce soir, parce que nous ne parlerons pas des 100 jours de François Bayrou et du bilan de François Bayrou. On se garde ça pour la semaine prochaine. D'accord? Oui, on fait fromage ce soir et puis dessert la semaine prochaine. Exactement. C'est un sujet très sérieux et je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur, Philippe de Villiers, à l'heure où l'antisémitisme en France explose, où l'on vient nazifier les adversaires et de fait relativiser ces heures sombres de notre histoire. Vous souhaitez nous parler de Benjamin Fondane, un philosophe tué dans les camps d'Auschwitz en octobre 1944. C'est une histoire qui vous est chère, Philippe. Pourquoi ? C'est une histoire très personnelle, j'ai hésité à la raconter, mais voilà, c'est pour rendre hommage aussi à mon papa.
qui était un grand officier résistant, qui a terminé sa guerre, le pauvre, au camp de représailles de Lübeck, parce qu'il avait sauvé un officier juif qui s'appelait Gilbert Cain Salvador, qui est son ami d'enfance, à Metz. Et ils se sont évadés ensemble, ils se sont retrouvés ensemble, ils étaient à Lübeck ensemble. Et mon père nous disait à ses enfants, en fait, vous savez, les enfants, ce qui m'a sauvé, c'est l'écriture et la lecture. Il écrivait, souvent sans réponse. Les lettres n'arrivaient pas. Et puis il lisait. Et il lisait, je lisais, je me souviens, Le soulier de satin de Claudel, La Cerisay de Tchekhov. Et puis les lettres des soldats dans l'histoire de France. Il parlait de Puebla, il parlait de Bazaine, etc. Et il s'est arrêté sur 3 lettres en particulier qui m'ont marqué. La première, c'est celle de Dorgelès à ses camarades de combat dans la tranchée des baïonnettes. Dorgelès qui dit « Chers camarades, c'est maintenant que vous allez souffrir, c'est maintenant que vous allez mourir. Le temps va effacer vos visages et jusqu'à vos croix insignifiantes. Les voiles de deuil, comme les feuilles d'automne, tomberont. Et l'image du soldat disparu s'effacera lentement dans le cœur consolé de ceux qui l'aimaient tant. » Dorgelès et Croix de Bois. La deuxième lettre, c'était d'Estienne d'Orve, un grand marin, un grand officier. C'est la lettre à ses enfants, la dernière. Il écrit la veille de sa mort. Il sait qu'il va être exécuté par les Allemands. Et il dit à ses enfants, ne pleurez pas, n'oubliez jamais, et cultivez le souvenir, non pas le mien, mais celui de la France. N'oubliez jamais que j'ai fait tout ça, que j'ai résisté pour une seule raison, la grandeur de la France. Et puis il y avait une troisième lettre de Benjamin Fontaine que lui avait donnée son ami Gilbert Cain Salvador à Lübeck. C'est à vous que je parle, homme des antipodes. Je parle d'homme à homme, avec le peu en moi qui demeure de l'homme, avec le peu de voix qui me reste au gosier. Un jour viendra, c'est sûr, de la soif apaisée, nous serons au-delà des souvenirs. Alors, souvenez-vous que j'avais un visage comme vous, une bouche qui priait comme vous. Quand une poussière entrait ou bien un songe dans l'œil, cet œil pleurait un peu de sel. Et quand une épine mauvaise égratignait ma peau, il écoulait un sang aussi rouge que le vôtre. Lorsque vous foulerez ce bouquet d'orties qui avait été moi dans un autre siècle, dans une histoire qui vous semblera périmée, souvenez-vous seulement, souvenez-vous que j'étais innocent et que tout comme vous, mortel de ce jour-là, j'avais un visage comme vous, marqué par la colère, la joie et la pitié. Un visage d'homme, tout simplement. Merci Philippe de Villiers pour ce rappel et cette lettre absolument bouleversante de Benjamin Fontaine, je le disais, tué dans les camps d'Auschwitz en octobre 1944. Et à mardi. Et à mardi, bien sûr, vous avez raison. Et là, on en revient à l'actualité plus heureuse, puisque de mardi, on vous retrouvera pour Destin d'exception sur CNews, avec Sonia Mabrouk, un nouveau rendez-vous, émission exceptionnelle, Destin d'exception, où vous allez retracer les grands moments de votre histoire politique, mais pas que, j'imagine. Vous allez nous parler du Puy du Fou quand même un peu. Vous ne dites rien ? Moi, j'ai une question, c'est est-ce que vous allez dire des choses qu'on ne sait pas déjà, Elliot et moi ? Ah bah oui, bien sûr. Ah bah L'émission est faite pour ça. Bah bien sûr. Ah bah oui. Ah bah là, j'ai hâte. C'est que des scoops. Oui. Mais et je vais vous dire un truc. Déjà, dans Paris, beaucoup de gens tremblent. Non mais je vous dis, vous avez fait un heureux ce soir. Je suis sûr que du côté de Matignon, il y a eu un petit yes.
Il n'a pas parlé des 100 jours. Oui. Parce que les 100 jours de François Bayrou, Oui. ce sera la semaine prochaine. Mais je ne voudrais pas que François Bayrou, que je connais bien par ailleurs, pour lequel j'ai de l'amitié, une amitié ancienne, je ne voudrais pas qu'il considère que notre abstention est une marque de mépris. Oh. Bon, merci Geoffroy Lejeune. Merci Elias. Merci à vous, et évidemment Philippe de Villiers. Peut-être qu'avant la fin de la saison, vous arriverez à dire une fois « Allez Paris ». On verra si ça... Oui, comme dans le dîner de con. Allez Marseille. Allez. Bon, nous on se retrouve dans un instant pour l'heure des pros. À tout de suite.